Bonjour, on va commencer la conférence dans 2 minutes. Est-ce que ça vous va pour les personnes qui sont déjà présentes de vous rapprocher pour laisser les autres voilà, venez au premier rang, on ne mord pas, a priori. Vous allez voir, à vos risques et périls. Alors, on va commencer. Donc, pour ce temps ensemble, c'est 40 prochaines minutes sur le sujet de la transition écologique des métiers, donc comment passer de la théorie à l'action. Alors, donc moi, je me présente, je serai un peu la facilitatrice de ce temps ensemble. Donc, je m'appelle Marie-Lys, je suis directrice du développement chez les Nouveaux Géants. Je vous parlerai des Nouveaux Géants, qu'est-ce qu'on fait après. Et j'ai la joie d'être accompagnée avec Cécile et Delphine, si vous voulez bien vous présenter. Donc moi, je suis Cécile Guillet et je dirige le pôle formation chez les Nouveaux Géants. Et donc moi, je suis Delphine Parois et je suis directrice RSE, mais aussi directrice de la communication et du marketing dans un institut d'études marketing qui s'appelle Stratégir et qui est à Bordeaux. Merci. Et comment est-ce que Stratégir a connu les Nouveaux Géants ? Alors, comment j'ai connu les Nouveaux Géants ? Eh bien, j'ai participé à Paris à un petit-déj qui était organisé gratuitement pour faire connaître, non, c'est important de le souligner, pour faire connaître l'organisme. Et donc, j'ai participé à ce petit-déj et ça m'a complètement embarquée. Et on en parlera un petit peu plus loin parce que tout de suite, on a été dans le faire. En fait, on n'était pas là juste pour écouter ce que pouvaient proposer les Nouveaux Géants, mais on était là pour agir déjà dans ce petit-déj. Donc voilà comment j'ai connu les Nouveaux Géants. Merci, bienvenue à vous deux sur le plateau. Alors donc les Nouveaux Géants, pour vous donner un peu de contexte sur ce qu'on fait, on est un organisme de formation. Et donc ça répond d'ailleurs à la question comment passer de la théorie à l'action. Nous, notre réponse à ça, c'est former les métiers, donc faire son métier en plus écolo. Donc ça, c'est les échos qui nous ont cités en 2023. Donc vraiment faire comment un acheteur peut faire son métier en plus écolo, un ingénieur produit, un financier, etc. Donc à quoi ça ressemble concrètement ? Ça va être des parcours par métier. Et donc on a déjà accompagné quelques entreprises pour que ça soit plus tangible pour vous. Est-ce que Cécile, qui est du coup au contact de ces entreprises qui s'engagent, tu peux nous donner quelques exemples concrets ? Très volontiers. Du coup, pour faire simple, je vais vous parler des derniers projets sur lesquels on a travaillé. Donc récemment, on a travaillé pour SFR à la demande des équipes logistiques qui avaient envie de donner du sens aux demandes qu'elles recevaient de la RSE, de collecte de données, d'embarquement des fournisseurs, pour devenir vraiment des acteurs, non plus passifs en réaction, mais des acteurs vraiment proactifs sur ces démarches-là. Et donc, on a animé une journée pour l'ensemble des équipes de la logistique de SFR, où on les a fait identifier leur périmètre d'impact sur la chaîne de valeur, identifier aussi comment la chaîne de valeur allait être impactée par le changement climatique et du coup identifier quels leviers ils avaient à leurs mains pour à la fois réduire l'impact de la chaîne logistique mais aussi améliorer sa résilience. Donc souvent ils viennent avec un besoin et puis on se débrouille pour les faire aller un petit peu plus loin. L'objectif étant que derrière ils soient autonomes pour appliquer ces connaissances. L'autre exemple que je voulais citer, c'était sur les achats durables, où on a formé les équipes de Bureau Vallée. Dans la demande au départ était, en fait, on a des outils pour un peu évaluer l'impact des produits, l'impact carbone des produits des fournisseurs. Et puis, on a aussi besoin de collecter de la donnée pour auditer que les engagements de la charte qu'on fait signer aux fournisseurs sont bien respectés. Et donc, voilà, les acheteurs sont amenés à collecter ces données-là. Donc là, de la même façon, on leur a fait prendre conscience de leur périmètre d'impact, y compris en allant jusqu'à, aussi votre rôle, c'est de questionner les besoins des clients internes qui vous passent des commandes, c'est de questionner le besoin même exprimé par le client qui vient dans le magasin Bureau Vallée pour acheter des fournitures et proposer des solutions alternatives moins impactantes. Et dans les deux cas, on a aussi fait quelque chose qu'on aime bien faire, c'est de leur faire des jeux de rôle à la fin pour qu'ils s'entraînent à embarquer leurs parties prenantes.
Donc, qui s'entraînent à questionner le besoin du client, qui s'entraînent à parler aux fournisseurs de pourquoi on vous demande toutes ces données et ça vous embête parce que ça vous prend du temps, etc. Comment est-ce que on va aller demander au prestataire des données sur son bilan carbone à lui, etc. Et donc, comment ils peuvent être ambassadeurs de cette démarche, ce qui suppose qu'ils se la soient bien appropriés également. Et très rapidement, un autre projet que je voulais mentionner, c'est un projet sur mesure, parce qu'on a des formations sur catalogue et on fait aussi du sur mesure, pour Unibail Rodamco, donc les centres commerciaux Westfield, que vous devez tous bien connaître, où là, on a co-construit avec les parties prenantes une formation visant à embarquer l'ensemble des équipes des centres commerciaux, du directeur de magasin à l'agent de sécurité ou à l'agent de ménage, dans le cadre d'une certification sur des critères ESG des sites, donc des centres commerciaux. Donc aussi, voilà, la valeur de cette co-création pour coller aux besoins des parties prenantes. Merci. Après, il y aura 10 minutes de questions. Donc, si vous avez vos questions, n'hésitez pas à les écrire pour ne pas les oublier. Ok, donc merci pour un peu illustrer à quoi ça ressemble. Et un deuxième volet de ce qu'on fait chez les nouveaux géants, c'est vraiment de la recherche sur de la prospective métier. Donc, éclairer l'évolution prospective des métiers sous l'angle de la transition écologique. Donc, demain, à quoi vont ressembler tel ou tel métier, donc quelles sont les missions qui vont changer, quels sont les KPIs. Et on a notamment sorti une étude qui est là, pour ceux qui voudront la feuilleter après, un gros paquet, sur comment transformer les métiers pour accélérer et concrétiser la transition écologique. Et donc, dedans, il y a 11 fiches de métiers, donc ça va être une vingtaine de pages par métier. Vous allez les voir, ils sont affichés sur l'écran, avec les nouvelles missions, les nouveaux KPIs. Et donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est sur notre site internet. L'idée, c'est pour faire avancer les choses. Toi, Delphine, cette étude, est-ce que ça a été utile, par exemple, chez Stratégiaire? Enfin, comment est-ce que c'est reçu par rapport à ta mission? Oui, alors effectivement, c'est une étude qui est très exhaustive et qui est essentielle, je pense, parce que ça permet de voir que tous les métiers sont concernés. Et ce n'est pas uniquement le responsable RSE ou la direction RSE qui est concerné, c'est vraiment tous les métiers de l'entreprise, tous les acteurs. Et ça montre bien que tous doivent rentrer finalement dans l'action, dans le faire. Et c'est que comme ça, en fait, qu'on arrivera à faire la transition dans nos entreprises. C'est par la pratique quotidienne, en fait, de l'intégrer au sein de son métier. Et ça, tout le monde n'en a pas forcément conscience. Finalement, on laisse ça un petit peu en hauteur. Parfois même, c'est logé au niveau de la direction, mais c'est pas forcément incarné, chacun dans son métier, alors que finalement, tout le monde est concerné. Donc voilà, c'est aussi pour rentrer dans plus d'efficacité au niveau de chaque métier dans cette transition. Et puis, c'est important parce que ça permet d'apporter finalement de la pédagogie qu'on n'a pas forcément de manière native dans les métiers quand on vient pas spécifiquement de la RSE. Et donc, ça apporte la pédagogie, comment on fait, comment on se met en mouvement, chacun à son niveau dans nos métiers. Merci. Et du coup, notre troisième, et c'est d'ailleurs nouvel axe chez les nouveaux géants, c'est qu'on fait aussi des prestats de conseils pour accompagner la planification, donc en amont, qui former, comment prioriser, etc. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe au témoignage. Donc on va parler de 2 métiers. Le premier, c'est celui de la communication. Comment est-ce qu'on communique de manière plus responsable? Et donc Cécile va pouvoir nous témoigner un peu de à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va parler de l'éco-conception de services. Donc l'éco-conception de produits, c'est un sujet qui est de plus en plus connu. Enfin, tout le monde peut s'imaginer, voilà, on base sur les matériaux, le volume, etc. Éco-conception de services, ça peut paraître un peu plus complexe. Et donc aujourd'hui, on vous propose un témoignage par Delphine pour voir un peu comment est-ce qu'on peut prendre ce sujet-là. Cécile, est-ce que tu pourrais donc nous donner un exemple concret, voilà, de monter en compétence d'une équipe de communication qui souhaite se mettre à la communication responsable? Volontiers. Je vais reprendre l'exemple de Unibail Rodamco. Suite au succès de cette première formation qu'on a montée avec eux, ils nous ont sollicité pour former les équipes marketing et communication des centres pour les aider à communiquer de manière plus responsable, notamment sur les engagements d'Unibail autour de ce sujet-là, sachant que vous imaginez bien que pour des centres commerciaux, la communication peut être un peu périlleuse. Et donc l'idée, c'est de les aider justement à communiquer de manière cohérente, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas une campagne sur l'événement responsable de l'année et puis la campagne d'après, on fait gagner des billets d'avion. Éviter aussi de communiquer en faisant du greenwashing.
Et puis le dernier point, c'était comment est-ce qu'on peut, au contraire, véhiculer des nouveaux imaginaires positifs, valoriser la consommation responsable pour les personnes qui fréquentent ces centres commerciaux. Donc c'est une formation qu'on va déployer pour l'ensemble des équipes marketing et communication sur les équipes monde. Donc on va le faire en distanciel pour les équipes aussi à l'étranger, y compris aux US. Donc ça, c'est vraiment de la communication B2C, mais on accompagne aussi des clients qui font de la communication en B2B, donc notamment l'entreprise Pume, qui fait du retail pour des professionnels de la plomberie, etc. Donc on va là aussi les aider en s'appuyant donc à chaque fois sur des cas réels. Donc on va leur permettre de prendre du recul et de refaire avec les principes de communication responsable une campagne réelle. Donc par exemple chez Pume, c'est la campagne promo annuelle. Et ben voilà, on va repartir de là, on va leur faire prendre du recul sur cette campagne et imaginer comment ils pourraient la refaire demain différemment. Idem pour les équipes d'Unibail, où là on va se dire voilà, sur la campagne annuelle de Noël, comment est-ce que vous pouvez nous faire une exécution online, une exécution offline qui soit différente en appliquant ces principes de communication responsable. Donc ce côté ancré vraiment dans le concret et la réalité de leur mission. On peut aussi faire ces formations communication responsable pour des agences. Donc, passant de l'autre côté, on l'a fait notamment pour Be Happy, qui est une agence qui exécute des campagnes pour des marques. Donc, ils vont produire la PLV, vraiment tous les outils, par exemple, pour habiller des magasins dans le cadre de campagne. Donc, eux, on leur a appris à challenger le brief du client et peut-être à faire des propositions alternatives aux clients. Donc, c'est intéressant parce qu'on fait aussi bouger les lignes, quoi. C'est pas seulement moi sur quoi j'ai la main directement, mais aussi comment je peux influencer mes parties prenantes. Et on leur a appris à éco-socio-concevoir une campagne. Donc, vraiment là, réduire les volumes, choisir des types d'impression de papier ou d'encre différentes. Donc, des choses très, très concrètes. Voilà. Merci. Je vais revenir sur cette partie de éco-socio-conception. Si on reparle d'éco-conception, Delphine, chez Stratégir, pourquoi est-ce que vous avez commencé à lancer cette démarche d'éco-conception ? Alors, en fait, c'est assez complexe. Finalement, c'est un long cheminement. On a commencé par se poser vraiment des questions sur le sens de nos métiers. Un institut d'études marketing, c'est du conseil. Quel est le sens finalement du conseil que l'on veut donner ? On a eu la chance de pouvoir participer à la Convention des entreprises pour le climat. La CEC, qui était donc une CEC autour du métier du conseil. Et à travers cette CEC, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on passe la vitesse supérieure, qu'on change le braquet et qu'on aille beaucoup plus loin parce que nos équipes finalement n'étaient pas du tout sachantes et pas assez sensibilisées sur le sujet. Donc on a déployé la fresque du climat pour commencer, qui est un petit peu la base, on va dire, auprès de tous les collaborateurs. Mais ça reste une sensibilisation et il fallait aller beaucoup plus loin. Et c'est là qu'on s'est dit, finalement, on a un service avec tout un tas d'impacts à plein de niveaux en fait de la chaîne de valeur, depuis la prise du brief jusqu'aux recommandations finales. Et donc, il fallait qu'on s'attelle vraiment à ce cycle de vie et de voir quels étaient les impacts à chaque niveau de ce cycle de vie. Et donc, vient tout naturellement la démarche d'éco-conception. Et donc, c'est là qu'on s'est un petit peu renseigné pour savoir comment on pouvait faire autour d'un service pour éco-concevoir et réfléchir à l'ensemble de nos impacts, qui ne sont pas uniquement des impacts sur le climat, parce qu'on parle beaucoup d'impact climat, mais il y a plein d'autres impacts. Et l'éco-conception, ça touche à tous les impacts. Et c'est ça aussi qu'on voulait faire en entamant cette démarche, c'était vraiment de faire prendre conscience qu'il y avait tout un tas d'impacts environnementaux et sociaux sur lesquels on pouvait agir. Merci. Et pourquoi avoir choisi les nouveaux géants ? Il y a des différentes manières de se faire accompagner. On peut externaliser. Vous, c'est parti de quelle envie ? Alors, en fait, le point de départ, j'ai parlé du petit-déj et du faire, et c'était vraiment ça qui m'a attirée. C'est-à-dire que je voulais insuffler une dynamique dans l'équipe et je voulais quelque chose qui ne soit pas descendant. Je voulais que les équipes prennent vraiment conscience et touchent à la matière. En expérimentant en fait l'approche des nouveaux géants dans le petit-déj, qui était vraiment un format super court, déjà on était dans
dans la génération de solutions, je me suis dit que c'était vraiment ça, vers la solution vers laquelle il fallait qu'on aille. Et donc, insuffler cette dynamique, je voulais vraiment de l'efficacité et en même temps, je voulais quelque chose de joyeux. Alors, ça peut paraître un peu bisounours de dire ça, mais sur ces sujets RSE, dans l'entreprise en tout cas, avant qu'on mette tout ça en place, bon, il y en a encore maintenant, hein, mais on voit ça un peu sous la forme de la contrainte. Alors qu'en fait, ça peut être très enthousiasmant et je voulais vraiment aller vers cet enthousiasme et aucun regret parce que on va peut-être en parler un petit peu plus après, mais c'est vrai qu'il y a une dynamique très, très joyeuse et on l'a ressenti pendant toute cette formation de faire ensemble, de trouver des solutions ensemble avec de la pédagogie et avec beaucoup d'expertise. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais C'est clair, merci. Voilà. Cécile, est-ce que tu souhaites compléter sur justement la partie pédagogie en tant qu'ingénieur pédagogique? Ouais, volontiers. Je rebondis du coup sur le côté joie. Effectivement, ça fait partie de notre ADN. On aime bien aussi nous s'amuser quand on anime les formations, donc ça tombe bien. On croit que en fait l'ancrage, il passe par le positif, c'est-à-dire qu'on met pas des gens en action et on les motive pas en les plombant. Donc nous, on est vraiment plutôt dans le positif. On insiste sur là où on peut agir, là où on a la main, là où il y a des leviers réels d'action. On insiste aussi sur les résultats positifs, sur les résultats obtenus pendant la formation. Voilà, on encourage, on élabore sur ce qui est déjà fait. Et puis aussi, on met en avant les bénéfices pro et perso. Enfin, c'est intéressant de se former sur des nouveaux sujets, d'enrichir son parcours, de rajouter des cordes à son arc en termes de compétences. Ça peut être que positif. Et puis aussi, dans la vie personnelle, on a des gens aussi qui nous disent que ça leur apporte des choses en termes d'alignement avec des valeurs qui finalement, ils n'exprimaient pas au travail et qu'ils ont la possibilité finalement de mettre en cohérence. Une autre caractéristique dont on a déjà parlé, c'est vraiment le côté concret, c'est-à-dire on veut des formations qui soient ancrées dans la réalité de l'entreprise, dans la réalité des missions quotidiennes des participants, et d'où la notion de projet réel, parce que c'est beaucoup plus motivant de bosser sur le produit qui est dans nos gammes, sur la campagne de communication qu'on va vraiment faire l'année prochaine, plutôt que sur des projets exemples, enfin sur des cas illustratifs. C'est aussi plus efficace, en fait on gagne du temps parce qu'on est en formation, mais en fait on est en train de travailler sur un projet réel dans ses missions, donc on perd pas du temps entre guillemets à se former, on est dans le quotidien en fait, dans la continuité des missions. Et puis c'est entre guillemets rentable pour l'entreprise parce que c'est pareil, elle ne sort pas des gens pour les mettre en formation, ils sont encore en train de produire des choses utiles pour l'entreprise. Nous on a aujourd'hui des produits qui ont été éco-conçus dans nos formations, qui sont dans des magasins électrodépôts, qui sont dans des magasins Leroy Merlin, et ça c'est quand même très très satisfaisant. Et l'autre côté, pour illustrer le côté très concret, nous on a aussi des gens qui ont commencé à embarquer leurs fournisseurs dans la formation en disant finalement je vais demander à mon fournisseur des données pour faire l'analyse du cycle de vie, on va générer des idées de solutions pour lui demander un nouveau concept, lui faire un nouveau cahier des charges, autant l'embarquer dans la formation, comme ça on va plus vite, quoi. Et donc c'est des verbatim derrière on a gagné 6 mois en fait, parce que plutôt que de traîner le fournisseur, maintenant on travaille ensemble et on est capable de refaire cette démarche-là sur d'autres projets. Et effectivement, on est dans une pédagogie du faire-faire, c'est-à-dire qu'on accompagne des participants à faire par eux-mêmes pendant les formations des projets pour atteindre ce qu'on vise nous à la fin, qui est l'autonomie, c'est-à-dire la capacité qu'ils auront à refaire par eux-mêmes ces projets. Parce qu'ils se seront confrontés dans la réalité aux difficultés d'embarquer le fournisseur, à la difficulté d'utiliser un outil d'ACV, etc., etc., etc. Donc, tout ce qu'on vise, c'est vraiment ça. On traite du coup les freins, les problématiques pendant la formation pour que derrière, ils aient la confiance et la capacité à les faire par eux-mêmes. Merci beaucoup. Delphine, est-ce que tu pourrais nous donner un peu, nous illustrer à quoi ressemblait du coup cette formation, à quoi ressemblaient les activités et quels ont été les fruits pour l'équipe? Ouais. Alors, en fait, il faut revenir sur déjà un peu l'amont de la formation, parce que le jour J, c'est pas forcément l'essentiel de ce qui se passe. Il y a toute la préparation, et ça, c'est quelque chose de super important, parce que ça permet de vraiment adapter le contenu à
à notre métier. La personnalisation, on a eu de nombreux échanges avec Cécile, avec la coopérative Mieux, Amaya, qui est là, qui nous a accompagnés sur l'éco-conception. On a eu des échanges pour voir quels étaient nos besoins. Parce que éco-concevoir un service, ça peut paraître un peu abstrait. On voit très bien ce que c'est pour un produit, mais on a vraiment du mal à se projeter pour un service. Et moi, avant de le faire, j'étais un peu... je ne savais pas trop comment on allait pouvoir porter ça en interne, comment ça allait être perçu, quelles actions vraiment on allait pouvoir mettre en place. Donc cette partie amont de personnalisation, de réfléchir à ce qu'on veut faire était super importante. Et moi, ce que je ne voulais pas, c'était qu'on soit juste dans l'interne, c'est-à-dire ce qui nous concerne nous, en termes de, je sais pas moi, de fret par exemple, de transport, d'alimentation, de choses comme ça, c'est très important, mais c'est pas tout. Ce que je voulais, c'est qu'on rentre vraiment aussi dans tout ce qui était business model. C'est comment on travaille différemment avec nos clients. Tu en as un petit peu parlé, Cécile, à travers justement l'impact que l'on peut avoir auprès de nos clients. Et c'était presque ça le plus important pour moi, de faire réaliser que, en fait, éco-concevoir, c'était aussi la manière dont on crée des propositions, des projets, la manière dont on va aller les vendre, dont on challenge les briefs, les recommandations que l'on va faire au final à nos clients. Ça, c'est de l'éco-conception de service. Et c'est presque la partie la plus importante parce que c'est là qu'on aura le plus fort impact. Surtout quand on est quand on vend de la matière grise. Notre impact intrinsèque, il n'est pas forcément très, très important. Par contre, le rôle d'influence que l'on a à l'externe, il est juste énorme. Donc la formation, elle était vraiment là pour ça, parce que moi, j'ai beau le dire en interne, ce sont mes collaborateurs, et puis bon, on me regarde un petit peu comme ça, oui, bon, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire? Et c'est bien d'avoir l'externe, d'avoir cette association, parce que cette formation, en fait, c'est l'association des nouveaux géants avec un expert du sujet. Nous, c'était l'éco-conception, donc nouveaux géants avec coopérative Mieux. Et donc, cette approche, en fait, ça permet d'avoir une animation d'un côté, la pédagogie de l'organisme de formation, et à côté, d'avoir l'expertise vraiment du sujet sur lequel on est. Coopérative Mieux, c'est les experts de l'éco-conception, et les nouveaux géants, c'est les experts de la formation. Et c'est ça qui est vraiment puissant, parce que ça permet aux équipes d'avancer, en fait, et de comprendre les choses, mais de manière hyper naturelle. On n'a pas du tout eu l'impression qu'on était là pour engranger du savoir, mais on était là pour comprendre des choses. Et ce qui a marqué les équipes, je le dis là, c'est juste une toute petite partie de cette formation, mais 80% de l'empreinte est figée au moment où on réfléchit le projet. Et ça a marqué tous les esprits. On m'en parle encore parce que forcément, quand ça arrive dans la chaîne de production un petit peu plus tard, on se dit mais pourquoi on a fait ça comme ça finalement? Pourquoi on a vendu ça de cette manière-là? On aurait pu faire différemment, on aurait pu avoir des impacts moindres. Donc rien que ce petit truc-là qui était 3 minutes de la formation, mais ça a un impact assez considérable. Donc voilà. Et puis cette formation, c'est conduire en fait chacun à l'autonomie. C'est-à-dire que on l'a dit, c'était dans le faire. On a été en sous-groupe par métier. Les métiers qui sont plus dans la collecte, parce que nous on fait du sondage, donc dans la collecte de données. Les métiers qui sont plus dans la data, le traitement de la donnée. Les métiers qui sont plus avec les clients, donc la vente. Voilà, tous les métiers en fait étaient représentés. Et donc, on les a conduits en réfléchissant aussi à aller vers l'autonomie, non pas forcément parce que c'est quand même de l'initiation du faire, mais en tout cas l'autonomie de la pensée, c'est-à-dire de réfléchir différemment et de se poser en fait les bonnes questions. Et ça, c'est un premier embarquement, c'est un peu du nudge parce qu'en fait, on n'est pas encore dans le plan d'action on a tout éco-conçu et c'est génial parce que c'est hyper long en fait à mettre en place.
mais on est dans le « ah ben, je me pose la question, est-ce que j'aurais pu faire autrement à cet endroit-là ?» Et peut-être que la prochaine fois ou la fois d'après, j'aurai les moyens de faire autrement. Donc voilà, en fait, c'est vraiment une mise en mouvement qui est hyper importante dans l'entreprise, parce qu'on descend vraiment sur toutes les strates des métiers en vulgarisant et en ayant beaucoup de pédagogie. Merci. Pour revenir sur cette partie de dualité dont tu as très bien parlé, Delphine, est-ce que Cécile, avec ton regard d'ingénieur pédagogique, voilà, quelque chose à ajouter sur le fait que ça soit un duo qui anime avec la double casquette? Oui, volontiers. Du coup, Delphine a bien insisté sur la complémentarité en fait, entre l'expertise de partenaires. Nous, systématiquement, on co-construit et on co-anime avec des partenaires qui ont l'expertise du métier dans sa version soutenable. Donc, la coopérative Muse sur l'éco-conception, Goodwill Management sur la finance responsable. Voilà, à chaque fois, on va sourcer les meilleurs sur chacun des sujets. Et l'intérêt, c'est qu'eux, ils ont du coup une expertise qui est vraiment à la pointe, puisque c'est ce qu'ils font au quotidien, et aussi un panel de vision sectorielle. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'accompagner autant de l'éco-conception de services que de l'éco-conception de gourdes ou d'appareils électroménagers. Et donc ça permet vraiment de s'adapter aux besoins des participants, de pouvoir les coacher, répondre à des questions techniques où là, nous, on ne pourrait pas internaliser toutes ces expertises-là. Donc c'est vraiment cette complémentarité ingénierie pédagogique, expertise. Comme je disais, ça permet aussi un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'être en formation, ça permet de bien sentir le groupe et les individus, de comprendre quand ils ont des besoins particuliers, de pouvoir aussi, pourquoi pas, aller les challenger avec bienveillance, mais aller les challenger si on voit qu'il y en a un qui est un peu passif, de dire mais non, en fait, même toi au service après-vente, tu as un périmètre d'impact qui est significatif. Donc d'aller les challenger avec bienveillance, mais d'essayer de les emmener à leur plus haut niveau d'ambition individuelle. Ça permet aussi de travailler le facteur humain, donc effectivement l'engagement individuel, mais aussi l'engagement collectif, et par exemple de les faire vraiment co-construire et co-créer des choses en formation, ce qui en termes d'ancrage et d'appropriation est beaucoup plus puissant que d'engager des gens individuellement. Donc on insiste aussi beaucoup sur ce côté collectif. On fait que de la formation pour l'instant en intra-entreprise, donc on embarque des équipes entières qui du coup s'acculturent, acquièrent la même culture d'un sujet, parlent le même langage et aussi se sont mis en action ensemble autour d'un sujet. Et ça, on est convaincu que ça crée de la motivation et de l'action dans la durée. Merci beaucoup. Dernière question, parce qu'après on a envie de vous entendre si vous avez des questions et voilà, qu'on en parle. Ça serait sur les freins. Est-ce que les participants, ils arrivent avec des freins? Si oui, lesquels? Et comment est-ce que vous faites pour les lever? Question à toutes les deux. Alors oui, ils arrivent avec des freins. Alors nous, sur le service, c'était compliqué. Et les mobiliser une journée sur le sujet... Voilà, c'est pas simple. Donc moi, j'étais un peu comme ça quand même quand j'ai convié tout le monde et que je pense que à la fois les nouveaux géants et Coopérative Mue ont senti dans la phase préparation toutes les craintes que je pouvais avoir et tous les warnings que j'ai mis en amont pour que le collectif en fait soit vraiment embarqué. Donc il y avait des freins en arrivant. Et puis en fait, comme je disais tout à l'heure, petit à petit, ça s'est fait naturellement et finalement, les freins ont sauté. Pourquoi? Parce qu'en face, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des experts. Et quand on a des gens qui savent parler de leur sujet, en fait, et que nous, en face, on n'est pas sachant, forcément, on retourne à une situation d'humilité. On n'a pas la science infuse et on ne peut pas tout savoir. Donc, ces freins, ils se sont levés petit à petit. Le travail en groupe a été hyper productif. On en a ressorti un plan d'action qui était juste... c'était un énorme fichier Excel et du coup, on a dû prioriser, réorganiser. Et c'est notre plan d'action, notre feuille de route 2025. On n'a pas tout retenu parce qu'on ne pouvait pas. Enfin, il y en a pour 3 ans là de travaux. On a eu vraiment des super retours. Donc, on voit bien qu'ils sont arrivés avec un peu comme ça, un peu à reculons, et ils sont repartis avec l'envie de faire des choses. Après, ce qui est compliqué, c'est de faire en sorte que le soufflet ne retombe pas, parce qu'on repart hyper enthousiaste. Et j'en ai parlé. Il y a beaucoup de joie, tout ça. Donc, c'est hyper enthousiaste. Mais ensuite, on retourne dans son quotidien et c'est
c'est là qu'il faut, tout le temps garder un petit peu la flamme allumée. Donc, ça se travaille. Et voilà, c'est un travail de long terme. C'est un peu un marathon et il ne faut pas perdre le souffle, quoi. Merci. Cécile, est-ce que tu souhaites compléter? Oui, en complément, donc tu parlais de la difficulté à se projeter avant la formation. On a aussi pendant la formation, ce qu'on constate souvent, c'est qu'il y a une focalisation sur des enjeux qui sont un peu mineurs. C'est-à-dire, en fait, oui, c'est super, on va moins imprimer ou on va venir en vélo au boulot. Alors qu'en fait, c'est pas sur ça qu'on a envie de travailler. Nous, on a envie vraiment de les sensibiliser aux vrais enjeux, aux grands ordres de grandeur, et donc de prendre conscience que en fait, au travers de leur geste métier, ils peuvent avoir un impact qui est beaucoup plus important que ça en travaillant sur la chaîne logistique, sur la décarbonation de la flotte, sur le questionnement des besoins des clients, etc. Donc ça, c'est une première chose, vraiment arriver à leur faire voir les vrais enjeux. Et alors à l'inverse, on a des révélations parfois où en fait ils vont beaucoup plus loin que ce qu'on avait anticipé. Donc par exemple, on a un participant à une de nos formations éco-conception qui il a éco-conçu un produit et en fait il a pris conscience que il y avait un gros enjeu sur l'usage notamment. Donc il a commencé à se dire en fait je vais essayer de vendre un minimum de climatisation en vendant d'autres choses, en vendant des détecteurs de fenêtres ouvertes, en vendant des détecteurs de lumière pour montrer que les rideaux sont pas fermés, etc. Donc en gros minimiser l'usage de son produit. Et 6 mois après, il a retiré certains produits de ses gammes en disant maintenant je vais plus vendre de clim mobile réversible parce que c'est pas vertueux, etc. Donc voilà, en suscitant ce que tu expliquais, cette prise de recul, en fait, cette façon de réfléchir différente, on sème des graines qui derrière permettent aux gens vraiment d'avoir un impact de géant au-delà même de ce qu'on avait anticipé. Et dernier frein que je voulais aborder, parce que nous on fait systématiquement à la fin de nos formations une levée des freins. Donc on leur dit, allez-y, balancez-nous toutes les petites pensées négatives que vous avez encore en partant là et que vous allez, on sait que vous allez en parler à la machine à café demain ou dans le couloir. Dites-nous en fait tous les trucs où vous dites ouais bon ça va, c'est bien joli tout ça, mais en fait. Et ce qui sort souvent, c'est les freins liés au contexte. C'est-à-dire, bah oui, mais en fait, je sais très bien que j'ai plein d'injonctions contradictoires. On me dit de faire ça, mais en fait, on me dit aussi qu'à court terme, il faut surtout faire du volume. Et puis en plus, mes clients internes, ils sont pas du tout sensibilisés. Donc en fait, le marketing, il va quand même me demander de livrer chaque fois plus vite. Donc en fait, je peux plus faire de groupement de commandes. Et donc en fait, je vais faire circuler plus de camions. Et en fait, on travaille avec eux en intelligence collective pour dépasser ça. Et ils se rendent souvent compte qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer justement en incarnant ces sujets-là. En fait, si à chaque fois en reproposant en marketing, et puis ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, puis peut-être qu'à la 10e fois, ça va marcher. En engageant leurs parties prenantes. Donc, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont ce rôle à jouer en incarnant vraiment au quotidien ces sujets-là et en remettant sans cesse le sujet au centre. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu disais sur les ordres de grandeur. Il y a 2 chiffres moi, que j'aime bien et je vous les transmets, au moins vous les saurez. Au sein de sa vie perso, pour ceux qui ont déjà fait l'atelier d'automne, on est généralement entre 5 et 15 tonnes. Quoi. Et dans la vie pro, il y a une étude qui explique qu'on a 400 tonnes en moyenne entre les mains. Et donc on peut vraiment avoir un impact géant. Donc 400 tonnes. Vous pouvez le récupérer, ce chiffre. Maintenant, on est très partant de vous écouter si vous avez des questions ou des réactions. Je vais faire tourner un petit micro. Ah, il est là, super. Sur un métier en particulier ou si vous avez envie de partager une problématique, quelque chose que vous êtes, une réflexion que vous êtes fait, ou si vous voulez juste partager quelque chose avec lequel vous repartez, ne soyez pas timide. Si, il n'y en a pas, on peut. Ou si... tu voulais. Non, peut-être qu'on peut. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au service, parce que c'est vrai que nous, on se posait beaucoup de questions en amont sur pourquoi éco-concevoir un service. Et je pense que c'est peut-être l'endroit où on y pense le moins.
alors que peut-être que c'est là qu'on a le plus, encore plus d'impact, parce que, par rapport à ce rôle d'influence. Et bon, c'est vrai que j'insiste un petit peu là-dessus, mais tous les cabinets de conseil, tous ceux qui sont dans la transformation, etc., justement, penser à tous ces impacts que l'on peut avoir, ça peut être très, très transformant dans l'économie dans laquelle on travaille. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie service, parce que je pense que c'est peut-être la plus complexe à intégrer d'un point de vue intellectuel. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Donc, donc voilà. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on a préparé en fait cette formation, on nous a montré, enfin on m'a montré un service éco-conçu. En fait, Coopérative Mu, qui nous a accompagnés, avait fait cette propre démarche pour son propre cabinet. Et du coup, ça m'a permis de me projeter dans c'est quoi en fait un service éco-conçu. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'aller chercher des exemples, de se nourrir en fait de ce qu'ont fait les autres pour se dire oui, en fait ça marche et il y en a d'autres qui le font et qui le font super bien. Et du coup c'est hyper inspirant pour les équipes aussi, puisqu'en fait cette éco-conception de service a été vraiment présentée aux équipes pour leur démontrer c'est pas un truc juste abscon, c'est vraiment un truc réel et concrètement ça porte ses fruits. Donc voilà, merci beaucoup Coopérative Mu. Amaya. Question, si pas de question. Ah, une question. Bonjour, merci pour le témoignage. Est-ce que vous pouvez rappeler le titre de l'étude dont vous avez parlé sur les 11 métiers? Bien sûr, on va le faire passer carrément. C'est une étude sur la transition écologique au cœur de chaque métier. Et dedans, au début, vous allez vraiment trouver des logiques de priorisation. Comment est-ce qu'on priorise les métiers au sein de l'entreprise? Cette étude, elle a été faite avec différents partenaires, les collectifs, le C3D, Jobs That Make Sense. Il y a eu aussi le soutien de Vinciane Martin du Shift Project. Et il y a eu plus de 200 personnes qui ont été interviewées. Donc des personnes qui font leur métier, donc de communicants, acheteurs, etc. Un métier classique, et des personnes qui ont transitionné leur métier, et des experts du sujet pour du coup produire des fiches de poste les plus complètes possibles, que ce soit en termes de mission ou en termes de KPIs. Je vais vous la faire passer pour ceux qui veulent y jeter un œil. Et vous pouvez la télécharger sur notre site internet. Elle est en accès open source. Pas d'autres questions? Ou une remarque, quoi que ce soit? Si c'est bon pour vous, on va vous libérer. Ouais, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent, à venir nous voir. On a un stand CD2. CD2. On est sur le stand jusqu'à ce soir. Donc n'hésitez pas à venir papoter avec nous si vous êtes un peu timide et que vous préférez être en petit comité. Ouais, on comprend. Et merci. Je vous propose d'applaudir Cécile et Delphine pour leur partage. Merci. Et Marie-Lise. Bon salon. Au revoir.